Un petit doigt s'agite dans l'oreille d'un paysan anglais de la région de Northampton, comme s'il voulait la déboucher pour mieux entendre. Il est 3 heures du matin, et c'est le 1er janvier 1951. Les yeux grands ouverts dans le noir, le paysan écoute un bruit tout à fait inhabituel. On dirait bien le bruit d'un avion à hélice. Cette fois, le paysan en est certain. Un avion à hélice vient de survoler la ferme en faisant entendre des ratés. À présent, le moteur s'est définitivement arrêté. Le paysan s'attend à un grand boum. Mais rien. Toujours rien. Se serait-il posé dans son champ de luzerne ? Le paysan se lève, saute d'un bond dans son pantalon, enfile un pull, des bottes, et il sort. C'est une nuit de pleine lune. Il aperçoit là-bas, au bout de son champ, une grande forme grise. C'est bien un petit avion avec un seul moteur. Prudemment, le paysan enjambe un fossé et marche lentement vers l'avion. Petit à petit, il distingue une silhouette qui s'agite dans le cockpit. Il appelle. « Oh oh !» Un visage dont il ne peut discerner les traits apparaît à la portière et lui répond. « Ne vous inquiétez pas, je ne reste pas, je m'en vais. »« Ah bon ?» répond le paysan déconcerté. Le mystérieux aviateur ajoute. « J'ai des ennuis d'alimentation, mais j'ai réparé. » Comme le paysan, de plus en plus sidéré, fait mine de s'approcher, l'aviateur l'en empêche. « Écartez-vous plutôt, je vais décoller. » Effectivement, après un bref coup de démarreur, le moteur se met à tourner, les gouvernes s'agitent, l'avion s'ébranle, roule de plus en plus vite et s'élance, après quelques rebonds, car le champ n'est pas plat comme la main. Bon sang, pense le paysan, il va se payer la ligne à haute tension. Mais après avoir effectué un élégant virage sur l'aile, le pilote repart en sens inverse en prenant de l'altitude. Et le paysan s'interroge. L'année 1951 n'est vieille que de 3 heures et lui de 60 ans. La vie évolue terriblement vite. Tout change. Mais est-ce normal aujourd'hui que les avions se posent dans les champs de luzerne ? Autrement dit, doit-il prévenir la police ou aller se coucher ? Finalement, il prévient la police. Les policiers s'esclaffent lorsque le paysan les prévient, dans la nuit de la Saint-Sylvestre, qu'un avion vient de se poser et de redécoller de son champ. « Vous êtes sûr que ce n'était pas un ovni ? Ou alors que vous avez fêté un peu trop la nouvelle année ?» Mais c'est au tour des policiers d'être fort surpris lorsque 2 nouveaux appels téléphoniques leur signalent le passage impromptu d'un petit avion volant en pleine nuit et à très basse altitude. À tout hasard, et sans conviction, l'un des policiers a l'idée de téléphoner à l'aérodrome de Sywell, le plus proche de la région. Le téléphone sonne longtemps avant qu'un gardien réponde d'une voix endormie. « Dites, est-ce qu'un de vos pilotes aurait eu l'idée saugrenue de décoller en pleine nuit ?» Le gardien doit pâlir au bout du fil. En effet, il a vaguement entendu un ronronnement dans son demi-sommeil. Comme c'était absurde, il a cru qu'il rêvait et il s'est rendormi. Mais maintenant, il court vers le hangar dont la porte est ouverte pour constater qu'il manque un appareil. Quelques instants plus tard, le patron de l'aéroclub et les policiers mènent une rapide enquête. Aucun doute, il manque un avion. C'est un petit Oster de 100 chevaux, immatriculé GHHHP. L'emplacement d'un escabeau, quelques jerrycans permettent d'établir qu'un inconnu a vidangé les réservoirs des autres avions pour remplir celui-ci. Le patron de l'aéroclub n'en revient pas. Ainsi donc, un inconnu a volé un avion et en pleine nuit, sans lumière sur le terrain pour se diriger, il a décollé. C'est un fou. Philippon est gendarme. Il y a 37 ans que ses parents ont eu l'idée de lui faire cette bonne blague de le prénommer Philippe. Malgré cette appellation un peu ridicule, mais grâce à son mérite, Philippe Philippon est devenu sous-brigadier à la gendarmerie de Perronville, un petit village de la Beauce. C'est à ce titre qu'il interroge le dénommé Louis Dallaire, dit Peter, un rude gaillard de 69 ans, droit comme un i, portant une moustache blanche et qui ne sort jamais sans son fusil à double canon. Il est garde-chasse et seul maître de 700 hectares de terrain. Le garde-chasse montre d'un geste large l'objet de sa déposition, un joli petit avion monomoteur de couleur crème et rouge avec des inscriptions étrangères dessus. Je faisais une ronde vers 14h30. Le garde-chasse veut dire 15h30 en heure officielle, car dans la Beauce, on vit avec le soleil. Je faisais ma ronde, parce que le jour de l'an, c'est un bon jour pour les braconniers. J'étais au petit bois, situé à 300 mètres d'ici, lorsqu'un ami qui m'accompagnait a attiré mon attention. « Regarde Peter, au bois de Genoux, on dirait qu'il y a des braconniers aériens. » Ma foi, c'était vrai. On voyait le nez d'un petit avion qui sortait de la sapinière. Et comme c'est arrivé que des gens viennent braconner en avion, j'ai pris mon fusil et je suis venu. L'avion était vide. Mais à l'intérieur, j'ai trouvé ça. Et le garde-chasse montre au gendarme une sorte de sac bien plié. « C'est un parachute, » dit le gendarme Philippon. Il y avait aussi cette combinaison. J'ai appelé le pilote, puis je l'ai cherché partout dans les environs. Personne. Pourtant, il devait avoir l'intention de revenir, puisqu'il avait laissé la clé sur la portière. Il se trouve que le sous-brigadier est passionné d'aviation.
Il en sait en tout cas suffisamment pour constater que la position de l'avion n'est pas normale. La queue est enfoncée sous les broussailles, ce qui prouverait que le pilote l'a fait tourner sur place, à l'orée de la forêt, et l'a poussé le plus loin possible sous le couvert pour le camoufler. Il semble qu'il ait fait un assez bon atterrissage, comme en témoignent encore les traces des roues dans l'herbe. Cependant, ayant sans doute aperçu trop tard la sapinière des Génious, il a donné 2 ou 3 coups de frein assez brutaux. L'avion, lors de l'un de ces coups de frein, a piqué du nez. Dans le sol, on en voit la trace et l'hélice est un peu endommagée. De retour à la gendarmerie, le sous-brigadier Philippe Philippon appelle l'aéroclub d'Orléans pour que quelqu'un vienne prendre en charge le petit appareil. Au moment où il s'apprête à prévenir les autorités préfectorales, on vient lui signaler qu'une jeune fille est en train de faire une déposition curieuse. Philippe Philippon demande à la voir. Elle a 18 ans et s'appelle Étiennette Cassonnet. Étiennette Cassonnet est une petite brune rondouillarde, encore sous le coup d'une vive émotion. « J'ai été agressée, dit-elle. »« Où ça ?» demande le sous-brigadier, qui aime que les faits soient rapportés dans un ordre logique. Bien entendu, la logique des gendarmes. « Eh bien voilà, je revenais de Pâté, je sortais de Guillonneville. Un jeune homme étrange m'a accosté. Il m'a empoigné. Attendez, décrivez-le d'abord. Eh bien voilà, il avait l'allure d'un vagabond, une capote de soldat marron, des cheveux très longs et bruns, des yeux foncés. Sa taille ? À peu près comme ça. 1m65 quoi. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il vous a fait ? Il m'a obligé à descendre de vélo. Il m'a empoigné brutalement par le bras et il a sorti une carte de dessous sa capote. Une carte de géographie. Avec son doigt, il m'a montré un nom de ville sur la carte. Marseille. Puis il m'a parlé. Je crois que c'était de l'anglais. Je lui ai montré aussitôt la direction d'Orléans. C'est tout ? Et il ne vous a rien fait ? Ben non. Il est vrai qu'un piéton qui demande à une cycliste au milieu de la Bosse la direction de Marseille, c'est assez curieux. Guillonneville est à 10 km de l'endroit où l'on a retrouvé l'avion. Le sous-brigadier ne peut s'empêcher de faire le rapprochement entre les deux affaires. Si l'inconnu était le pilote. Dans ce cas, quelque chose l'étonne tout de même. Vous dites que c'était un jeune homme ? Oui, à peu près de mon âge. Se poser n'importe où avec un avion est un délit. Un mineur a-t-il le droit de piloter ? Enfin, il semble bien que l'avion et son pilote soient étrangers. Il y a donc lieu de vérifier sa nationalité et ses papiers. Il faut organiser une battue pour le retrouver. Bientôt, des cars chargés de gendarmes sillonnent les routes des environs. On interroge les paysans, on arrête les automobilistes, on dresse des barrages, les ordres s'entrecroisent dans les talkie-walkie, les heures passent et la nuit s'écoule. Vers 5 heures du matin, les patrouilles rentrent crottées et harassées d'avoir parcouru en vain l'immense plaine de Chartres à Orléans. Pourtant, le pilote de l'avion doit se trouver quelque part dans la région, sans doute dort-il, caché dans une grange ou dans une meule de foin. Nous l'aurons au lever du jour, claironne le sous-brigadier Philippe Philippon, en guise d'encouragement à ces hommes transis du froid de la nuit. Effectivement, toutes les routes du département sont surveillées et les barrages restent en place. Il est impossible que l'homme ne soit pas retrouvé dans un pays aussi plat, si peu propice à la fuite. D'autant que le sous-brigadier reçoit bientôt le signalement précis et l'identité du fuyard. Selon la police britannique, le pilote inconnu serait Brinley Fussell, un jeune homme de 19 ans, échappé d'une maison de correction. Brinley Fussell jouit dans son pays d'un passé exceptionnel, 13 fois condamné, et toujours pour le même motif. Fussell est un maniaque des moyens de transport. Dès son plus jeune âge, il a volé successivement des brouettes, des petites voitures, un train électrique, une bicyclette et un bateau à moteur. Au mois de mai dernier, il s'est évadé pour voler son premier avion, avec lequel il s'est rendu de l'île de Wight jusqu'au pays de Galles. La police a retrouvé sa trace près de Cardiff et l'a incarcéré de nouveau. Le sous-brigadier Philippe Philippon n'en revient pas et se sent quelque peu gêné d'avoir déclenché un tel dispositif policier pour traquer un gamin apparemment inoffensif, échappé d'une maison de correction. Comme tous les amoureux de l'aviation, il se sent vaguement attendri devant ce gamin qui a choisi l'avion pour s'évader. Un peu admiratif aussi, qu'un garçon de cet âge sache déjà si bien piloter est exceptionnel. Alors il donne de nouvelles consignes. Attention les gars, allez-y mollo, hein, on ne court pas après un gangster. Ces hommes ont à peine le temps d'avaler ces nouvelles consignes que le sous-brigadier est appelé au téléphone par un garagiste. Le type que vous cherchez est peut-être chez moi. J'ai accepté de lui prêter une chambre et en ce moment il dort. Le temps de traverser Péronville et le sous-brigadier du bout des doigts secoue délicatement un jeune homme encore endormi. C'est en effet un garçon aux cheveux longs et bruns, habillé comme un vagabond, mais propre, et qui sourit dès que le sous-brigadier lui sourit. En effet, Philippe Philippon, qui ne parle pas un mot d'anglais,
a choisi de traiter toute cette affaire comme une bonne blague. Et c'est en échangeant des sourires que gendarmes et voleurs prennent le chemin de la prison. En juin 1940, un aviateur italien a lâché quelques bombes sur Châteaudun et réduit en poussière le palais de justice. C'est pourquoi le jeune Fussell est jugé 3 mois plus tard dans une salle de fortune qui contient tout juste 30 personnes serrées comme des sardines. Depuis 2 mois, Fussell est en prison à Vendôme. Il y a reçu des colis, un courrier nombreux et même quelques mandats. Il a passé son temps à fabriquer des modèles réduits d'avions. Un vrai vice. Le jeune président est tout sourire. Un professeur d'anglais, réquisitionné pour la circonstance, va traduire les questions et les réponses. Première question du président. Pourquoi avez-vous quitté l'Angleterre ? Le gamin a un visage ouvert. On lui a coupé les cheveux, ce qui le rajeunit encore. Il est souriant, très à l'aise, et répond en anglais le plus simplement du monde. J'ai voulu quitter l'Angleterre parce qu'il n'y avait pas d'avenir pour moi dans ce pays. Mais pourquoi avez-vous choisi cette nuit de la Saint-Sylvestre ? C'était symbolique. Je voulais commencer la nouvelle année ailleurs en même temps qu'une nouvelle vie. Et où vouliez-vous aller comme ça ? À Marseille d'abord, puis à Malte et en Australie. Voilà qui est parfaitement clair. Une question brûle les lèvres du président. Mais enfin, en maison de correction, comment avez-vous fait pour apprendre à piloter ? J'ai appris dans les revues et les prospectus. C'est le sous-brigadier Philippe Philippon qui a reconstitué l'étonnant voyage du jeune homme. Il apparaît plus comme un défenseur de l'accusé que comme un témoin à charge, et parle de lui avec enthousiasme. C'est un très bon pilote, vous savez, monsieur le président. Songez qu'il s'est posé par 4 fois dans des prairies, la nuit et sans aucun accident. La première fois, il s'est posé en Angleterre parce qu'il avait des ennuis d'alimentation qu'il a réparés. La deuxième fois, il s'est posé parce qu'il avait faim. La troisième fois, pour demander la direction de Marseille. Et la dernière fois, il n'avait plus d'essence. Entre Dieppe et Saint-Rémy-sur-Avre, il a volé normalement, poursuit le sous-brigadier. Après, évidemment, il faisait du rase-motte et s'est défendu. Mais c'est parce qu'il essayait de lire les panneaux routiers. Je suis sûr que c'est un bon garçon et qu'il y a beaucoup mieux à faire que de l'enfermer dans une maison de correction, conclut le sous-brigadier. Le président est manifestement de son avis. C'est d'ailleurs aussi celui des aviateurs qui, ayant enquêté sur sa randonnée, sont stupéfaits de son audace et de sa réussite. C'est aussi l'avis de la presse britannique, qui parle de lui comme d'un héros. Mais le président reprend son sérieux et s'étable de la loi. Vous avez pénétré en territoire français sans pièce d'identité. Vous avez piloté un avion sans permis de piloter. Vous avez atterri sur des terrains non réputés aérodromes. Enfin, vous avez jeté de l'aéronef. La loi française ignore à l'époque le mot avion et en est resté au ballon de nos grands-pères. Vous avez jeté de l'aéronef, un objet susceptible de blesser des personnes en surface. Le petit pilote répond « Yes » 4 fois. Le voilà donc 4 fois délinquant et l'assistance rit aux larmes. Fussell, correct et respectueux devant ses juges, s'efforce de rester sérieux. Pour le compas de navigation qu'il a jeté dans le vide, il s'excuse bien gentiment. Il ne marchait plus. Mais avant de le jeter, j'ai bien regardé s'il n'y avait personne en dessous. L'avocat général se contente d'annoncer qu'il vient de recevoir la demande d'extradition du gouvernement anglais et s'inquiète pour ce garçon qui sera poursuivi dans son pays pour vol d'un avion et d'essence, ce qui ne concerne pas la justice française. Bien entendu, Fussell n'avait pas un sou en poche. On a donc commis à sa défense un avoué plaidant de Châteaudun. Sa tâche est souriante, elle aussi. Vraiment, dit-il, ce sont là de modestes délits. Fussell ne voulait pas séjourner en France, puisqu'il espérait aller beaucoup plus loin. S'il a atterri dans les champs, c'est qu'il y a été obligé. Quant à la boussole balancée par-dessus bord, elle n'a tué personne. Et puis enfin, messieurs, il est extraordinaire ce garçon-là. Lequel d'entre nous aurait risqué une telle aventure et surtout l'aurait réussi ? Les 3 magistrats du tribunal complotent un instant à voix basse et cela donne ceci. 1 mois de prison, que vous avez déjà accompli largement. Vous êtes donc libre. Mais en plus, 6 000 francs d'amende. Il s'agit d'anciens francs, bien entendu, qui lui sont immédiatement prêtés par son défenseur enthousiaste. En quittant le tribunal, le jeune prodige, tout fier de lui, remet un paquet au sous-brigadier. C'est un petit Spitfire en bois qu'il s'est amusé à sculpter dans sa prison. Le sous-brigadier Philippe Philippon se souvient encore de son jeune fou du ciel et du cadeau qu'il lui fit. Je l'ai toujours. C'est l'un des plus jolis cadeaux de Nouvel An que j'ai reçus. J'espère que les Anglais ont su utiliser les talents de Fussell et qu'il n'a pas été enfermé longtemps. Sinon dans une école d'aviation.